manière non moins scientifique, mais avec beaucoup plus de vulgarisation ce soir, de manière que tout le monde comprenne. Et je suis content que, je dirais, comme ma femme me dit, notre fille de 9 ans a compris. Voilà. Voilà, je vous remercie à tous et je vous souhaite une bonne soirée à tout à l'heure. Merci Philippe. Donc voilà, en avant-propos, pour ceux qui sont venus hier, vous avez eu la conférence, je dirais, plus technique aujourd'hui, puisqu'il y a normalement moins de gens qui sont des scientifiques que d'autres. Je vais essayer de vous expliquer ça en d'autres mots. Alors le problème, évidemment, c'est que ceux qui ont un lourd bagage technique vont peut-être déceler des erreurs qui sont dues à des simplifications, parce que chaque fois qu'on simplifie quelque chose, eh ben, on fait des erreurs, c'est logique. Donc, pour cela, veuillez reprendre la conférence d'hier. Elle sera publiée sur le site, je pense, de l'Institut, et donc vous aurez l'information purement scientifique, et vous pouvez toujours m'envoyer des mails par rapport à des questions totalement scientifiques. Je y répondrai avec plaisir. Laissez-moi juste le temps de le faire, puisque je voyage énormément et je suis rarement en Europe. Bon, donc, comme Philippe l'a dit aussi, pour moi la découverte de Nassim Haramein a été un choc, et ce choc ne s'est pas arrêté uniquement à la logique cartésienne. Nassim Haramein est quelqu'un qui est assez complet et qui se pose des questions sur tout ce qui n'est pas logique, justement. Il aime raconter que dans sa scolarité, il a eu beaucoup de problèmes. Beaucoup de problèmes parce qu'il n'aimait pas ce qu'on lui inculquait de force ou ce qui n'avait pas de sens. Et il apprécie la petite histoire que vous connaissez peut-être, quand on lui a appris les dimensions à l'école primaire, on lui parle des dimensions, on dit voilà, un point, il n'y a pas de dimension, ça n'existe pas. Avec un ensemble de points, on fait une droite, vous avez la première dimension, ça n'existe pas non plus. Vous prenez 4 droites que vous mettez ensemble, vous avez une surface, une deuxième dimension, ça n'existe pas non plus. Et puis enfin, vous prenez 6 plans de surface, vous avez un cube, et là, c'est quelque chose qui existe parce qu'il y a un volume. Et lui, logiquement, on se pose la question, si jamais il y a un point qui n'existe pas, qui fait une droite qui n'existe pas, qui fait un carré ou une surface qui n'existe pas, qui fait un cube, ben le cube, logiquement, ne devrait pas exister non plus. Donc, dans ce raisonnement, il y a quelque chose de foireux. Et en fait, ça provient des démarches scientifiques. Tout simplement, on essaye d'expliquer des phénomènes, on essaye d'expliquer des choses, mais au départ, on pose des hypothèses. Et le danger en science, ce n'est pas de poser des hypothèses, certainement pas, c'est de croire qu'elles deviennent la vérité. Et souvent, les gens qui vulgarisent la science en font des certitudes. Du coup, on apprécie beaucoup les certitudes. Et j'étais le prototype même de l'ingénieur, je dirais, costume, cravate, attaché caisse, un peu limité. Et au moment où j'ai rencontré Nassim, je me suis dit, mais enfin, c'est pas possible, ce type raconte des bêtises. Puis j'ai été plus loin. Et après, évidemment, quand j'ai été ébranlé au niveau scientifique, et je me suis rendu compte qu'en fait, j'avais perdu complètement mon esprit scientifique, que j'étais juste formaté, et un bon élève, entre guillemets, un bon citoyen, j'ai regardé aussi ce que faisait Nassim à côté de ça. Et j'ai vu ses travaux, ou ses remarques en tout cas, concernant par exemple les pyramides. Ben, j'avoue que c'est plus mon domaine, la construction, et que quand j'ai regardé ces arguments, ça m'a aussi fait poser question. J'ai aussi été ébranlé dans ce genre de certitude. Quand on regarde des livres, on se dit, ben oui, ça a été fait comme ça, mais finalement, on se pose de moins en moins de questions. Et ce que j'aime bien, c'est de pouvoir revenir aux questions initiales finalement, et de juste se poser si ce qu'on vous présente est juste. Et vous avez évidemment le devoir, je trouve, de faire ça vis-à-vis de ce que je vous présente ici aussi. Sinon, je ne serai absolument pas cohérent. Donc, la présentation est structurée exactement de la même façon que celle d'hier. Ce sont juste les commentaires
qui vont changer. Vous avez, pour ceux qui n'étaient pas là hier, donc l'introduction, un cadre théorique. Alors, si jamais Nassim avait donc juste développé un volet de plus au modèle standard, on dirait, ah ben oui, quand on a fait la théorie des cordes, finalement, on ne s'est pas posé la question de la véracité de la théorie des cordes. On s'est dit, c'est quelque chose qui doit être admis, puisque c'est des professeurs d'université qui le donnent, c'est quelque chose de tout à fait structuré, c'est normal, ça paraît simple, ok, même si jamais on ne comprend rien finalement, c'est que ça doit être bon. En fait, finalement, au moins on comprend, en plus ça paraît quelque chose de vrai. Ici, ce qu'on va vous montrer, c'est hyper simple. Et c'est pour ça que c'est important de voir qu'il y a un fondement scientifique et de voir d'où vient ce fondement scientifique. De peut-être aussi comprendre pourquoi ça fait 70 ans qu'on pratique des sciences, qu'on développe un modèle qui passe à côté de 96% de la matière de l'univers et que finalement cette démarche, on la retrouve partout. Elle est logique, elle est normale, il faut se poser des questions, mais il faut aussi parfois aller plus loin. Donc on va brièvement voir la métrique de Schwarzschild, on va plus en détail vous montrer ce que c'est qu'un trou noir, expliquer le principe holographique, puisque la théorie de Nassim dérive de ce principe, parler de la théorie quantique, vous montrer que les certitudes d'il y a quelques années ne sont peut-être pas aussi certaines qu'on pourrait le croire, puisque même le rayon du proton a diminué. Et enfin, vous parlez d'interaction forte, puisque dans la proposition, la théorie que Nassim vous donne, elle va disparaître normalement. Si jamais le courant principal adhère avec la définition de la masse et de la gravité holographique de Nassim, il n'y a plus aucune raison d'avoir une force forte, une interaction forte. Il n'y aura plus non plus d'ailleurs d'interaction faible. On va donc se retrouver exactement au même stade qu'on se retrouvait en 1910 quand on n'avait que deux interactions, la gravité et la force électromagnétique. Sauf que, à cette époque, l'une était discrète et l'autre pas. Maintenant, les deux vont être discrètes, donc on va pouvoir unifier ces grandes interactions. Ce qui est quand même quelque chose d'assez sympathique, sans compter qu'en plus, si ceci est validé, on va aussi pouvoir effacer finalement les séparations qu'il y a entre les physiques quantiques et les physiques des grands espaces, les physiques cosmologiques et autres. Ça peut donc changer pas mal de choses. Donc la deuxième partie, ça va être le travail de Nassim. Je vais insister sur le fait que Nassim est donc en train de faire des recherches dans beaucoup de directions différentes, mais ici ce sera plutôt physique, mais Nassim recherche aussi bien des choses au niveau historique qu'au niveau énergie libre. Lorsque on était là avec Jean-Jacques et Isabelle, il y avait par exemple Michael Tallinger qui était là aussi et qui discutait des millions finalement de sites qu'on retrouve en Afrique du Sud, et ce sont des sites où ce sont des monticules fermés, et le courant principal historique nous dit, ben voilà, c'était là-bas qu'on mettait les chèvres. Mais il n'y a pas de porte, il n'y a rien, donc il fallait porter les chèvres de 3 mètres, les jeter à l'intérieur, et on ne sait pas comment les retirer. Et il y a des millions de constructions comme ça. Et c'est expliqué, on dit, mais non, c'est ça. Et lui dit, mais non, c'est certainement pas ça. On dit, t'as fait un PhD, petit? Bah non, alors fais-toi. Et c'est comme ça souvent que ça fonctionne, mais Nassim en fait est en train de recevoir toutes ces personnes, de discuter avec eux, et ça fait vraiment un centre de recherche qui, j'espère, ne sera plus alternatif, mais deviendra peut-être quelque chose qui deviendra officiel dans la mesure où il y a des choses à dire, il y a des choses à apprendre de tous ces gens. Ok.
Finalement, si jamais je veux reprendre le début de la théorie sur laquelle Nassim Haramein se fonde, elle provient de la première fois où on a eu besoin d'un trou noir. Un trou noir, c'est quoi? D'après la définition classique, c'est un truc qui fait très peur, parce qu'on dit que c'est quelque chose qui absorbe tout, entièrement tout, qui dévore tout. Et donc, par conséquent, je me dis, ben, si ça dévore tout, je devrais être aussi dévoré par ça. On devrait tous être attirés. Et donc, la plupart des gens, et en tout cas une vingtaine d'années, quand on a donné cette définition, que l'attraction gravitationnelle d'un trou noir, c'était quelque chose d'énorme, de colossal, on a dit, ben oui, ce sont des objets qui sont purement théoriques. Ça n'existe pas, évidemment, parce que si jamais ça existait, ben, on serait tous avalés. Partant de ça, évidemment, ça a posé des problèmes. Et les gens qui ont essayé de développer la théorie des trous noirs ont dû changer l'idée qu'un trou noir était ça. Mais rien que le fait qu'un trou noir, qu'on puisse mesurer la gravité, le champ gravitationnel du trou noir, prouve qu'il y a une émission. Donc déjà, le paradigme de départ est déjà erroné. C'est certainement un objet qui attire, qui a une force gravitationnelle, oui. Et pourquoi est-ce qu'il détruit tout? Parce qu'on ne le voit plus. C'est une conclusion qui est évidemment assez hâtive. Et donc la première fois que Einstein a donné son équation, c'était quelque chose d'extrêmement compliqué et il ne pensait pas qu'on puisse trouver une solution assez facilement. Or, il se fait que pendant la guerre, en 1915, je pense, Karl Schwarzschild était en convalescence. Il trouve un journal avec les équations d'Einstein et il se dit « Oh, ça me paraît à mon niveau ». Qu'est-ce qu'on fait quand on résout ce genre d'équations? On pose des simplifications. On dit « Ok, on met un cadre de référence, parce que sinon c'est beaucoup trop compliqué ». C'est normal. Personnellement, quand je résous une équation, ben, je fais ça aussi, on met des conditions de distance, on met plein d'autres trucs, et on s'arrange pour la rendre plus facile à résoudre. Et en mettant son cadre de référence, évidemment, Schwarzschild, lui, il va supprimer la rotation, il va supprimer le couple, bref, il va s'arranger pour qu'on soit dans un espace fixe. Et en faisant ça, il arrive à l'intervalle, et il définit ici un certain rayon, qu'on va appeler plus tard le rayon de Schwarzschild, et qui correspond justement à un trou noir. Mais, pas de problème, c'est purement une solution mathématique, ça n'existe pas évidemment. Qu'est-ce que ça pourrait être un trou noir? Donc c'est une solution qui fonctionne et qui sert finalement à expliquer. Vous avez ici l'explication où on vous dit, ben voilà, le rayon de Schwarzschild, il va se trouver quelque part ici. On a donc une masse qui est ici, qui déforme l'espace-temps, et vous avez une force d'attraction. Cette force d'attraction, elle est due à la courbure de l'espace-temps. Personnellement, moi, quand on m'explique ça comme ça, je ne comprends pas du tout ce que c'est que la gravitation, et je ne comprends pas du tout ce que c'est que la force d'attraction. Par contre, si jamais j'imagine une mate-monde, vous imaginez un globe terrestre, et vous imaginez que vous êtes sur l'équateur, vous et votre copain, vous vous mettez à 2 méridiens. Vous êtes donc tout à fait parallèles l'un à l'autre. Pour l'instant, à l'équateur, vos méridiens ils sont parallèles. Et vous dites, je vais tout le temps rester perpendiculaire à l'équateur, et je vais aller tout droit. À un moment ou à un autre, vous allez vous rejoindre. Où ça? Au pôle. Et vous allez vous dire, ben mon copain, il a une force d'attraction, il m'a attiré à lui. Là, vous comprenez ce que c'est que la courbure de l'espace-temps, et vous comprenez que c'est parce qu'il y a cette courbure de l'espace-temps que vous vous êtes rapproché de votre copain. Et c'est ça, en fait,
l'attraction gravitationnelle dans ce cas-ci. Quand on calcule et quand on solutionne les équations de Schwarzschild, on mesure le rayon de Schwarzschild par exemple du Soleil. Le Soleil, c'est quelque chose qui est énorme par rapport à la Terre, on est tout petit. Le rayon du Soleil est en un peu moins de 700 000, je crois que c'est 694 000 km. Le rayon de Schwarzschild pour le Soleil, c'est un objet qui sera de moins de 3 km, 2 km 97. Et quand on calcule la solution de Schwarzschild par rapport à la distance, on se rend compte que la distance Terre-Soleil, qui est énorme, elle va avoir en fait 8 km de plus. C'est pas beaucoup 8 km. Mais lorsque vous prenez une paille dans vos doigts et essayez de mettre 2 mm de plus, qu'est-ce qu'elle va faire, votre paille? Elle va se courber. Vous allez donc obtenir un espace-temps courbe. Donc, si 1 ou 2 mm sur votre paille courbe votre paille, ici, évidemment, 8 km, ça va avoir une bonne influence sur la courbure de l'espace-temps. C'est tout simplement comme ça que ça fonctionne. Donc, je vous disais qu'on était tout petit. Voici de quoi vous rappelez ça. Vous voyez que la Terre se trouve un peu plus grand, mais nettement plus petit, par exemple, que Jupiter et autres. Mais vous avez Arcturus, vous avez Aldélamran, vous en avez plein d'autres qui sont énormes, colossales. Et de nouveau, c'est intéressant parce que Nassim, puisqu'il n'a pas un parcours académique, mais il n'arrête pas d'étudier, sa source d'inspiration, c'est ce qu'il voit autour de lui. Et qu'est-ce qu'il voit autour de lui ?